Conseillon. Aujourd'hui, nous faisons un Metacom. Ça fait un bon bout de temps, donc il y en a vraiment beaucoup. Du coup, je me contenterai de sélectionner, disons, les plus pertinents, les plus intéressants, à condition qu'ils ne soient pas trop longs, comme celui d'une gynophore que j'ai aperçu, mais que j'aimerais bien un jour reprendre, commenter. Bref, le plus ancien probablement que j'ai trouvé, mais qui a été modifié entre-temps, est un commentaire d'utilisateur numéro 1, qui est très intéressant, qui contient de nombreuses perles, mais aussi des éléments qu'il importerait de corriger dans une certaine mesure. Alors, utilisateur numéro 1 dit: il y a une ambivalence que je vois souvent chez Dr Rondo et dans la sphère MGTOW, masculiniste, et toutes ces tendances. C'est que la méfiance envers la gynophore déforme votre perception de ces dernières. Vous leur accordez beaucoup de pouvoir et de capacité de nuisance. Alors, cette ambivalence, oui, elle existe. Mais bon, je ne crois pas qu'elle existe en moi. Je t'expliquerai, je vous dirai comment tout à l'heure. Il est certes vrai que, justement, cette méfiance envers les gynophores déforme la perception de beaucoup. Mais cette déformation n'est même pas beaucoup dans le sens que vous dites. La véritable perception, la véritable déformation de la perception des androphores est principalement, je dirais, dans le sens de l'idée qu'il serait absolument impossible de recadrer les gynophores. Pourtant, il suffirait en réalité tout simplement que les androphores apprennent à réacquérir leur pouvoir, apprennent en comprenant par exemple ce que sont les gynophores, pour qu'automatiquement, tout naturellement, les choses recommencent à se mettre en place. Et ça permet justement, ça répond déjà par anticipation à certaines de tes affirmations, utilisateur numéro 1, l'idée suivant laquelle on accorderait beaucoup trop de pouvoir et de capacité de nuisance aux gynophores. En fait, elles n'ont pas cette capacité-là. Ce pouvoir qu'elles auraient, qu'on leur attribue, disons comme ça, d'après toi, disons la puissance qu'on leur, peut-être illimitée, divine comme tu dis, qu'on leur accorderait à détruire et à nuire, n'est pas une naissance en soi. Ce n'est qu'une conséquence de notre faiblesse en réalité. Bon, mais continuons d'abord le commentaire d'utilisateur. D'un côté, vous voulez à juste titre casser ces fausses divinités, et de l'autre, vous leur accordez des pouvoirs presque divins. Non, personne ne leur accorde des pouvoirs divins. Absolument personne. Certainement pas les androphores qui les critiquent. À la limite, les personnes qui leur accordent pas un pouvoir, mais un statut divin, ce sont les Manjaina qui les adorent, qui acceptent cela, qui à condition d'espérer, à condition d'avoir quelques signaux qui les poussent à espérer pouvoir un jour avoir accès au charme des gynophores, ou même pas toujours, parfois c'est à distance, sont disposés comme ça à s'agenouiller, à fléchir le pied, à les aduler comme des divinités. Par contre, et je voudrais que vous prêtiez bien attention, ce qu'utilisateur numéro 1 dit est très pertinent et très subtil. Il faudrait y prêter beaucoup d'attention pour se rendre compte de l'aspect qui n'est pas nécessairement exact. Il est certes vrai qu'à force de critiquer les gynophores, à force d'attirer l'attention sur ce qu'elles font, sur cette capacité de nuisance, ce n'est qu'une impression qu'on leur accorde un pouvoir divin, justement. Ce n'est qu'une impression, ce n'est vraiment pas le cas. Tant et si bien qu'en réalité, plusieurs fois, je vous l'ai dit, j'en ai parlé. Justement, il y a une vidéo où j'avais traité précisément de cet aspect-là, je ne me rappelle plus du titre de cette vidéo, mais ça parlait du fait qu'en réalité, leur prétendu pouvoir, le pouvoir qu'elles auraient sur nous, n'est qu'une conséquence de notre faiblesse.
elles réussissent à nous manipuler, elles réussissent à nous contrôler, elles ne réussissent à nous manipuler et à nous contrôler que parce que nous nous sommes affaiblis. Nous avons renoncé à la force, nous avons renoncé à notre fonction, nous avons renoncé à la mission divine qui nous a été donnée, qui est celle de diriger, d'être des leaders en fait. Mais il faut aussi dire qu'à côté de ça, le fait qu'il faut aussi reconnaître que la gynophore, en tant que créature du divin, possède elle aussi un pouvoir. Ah oui, un pouvoir d'égale importance et d'égal statut à celui de l'homme. C'est peut-être ce que tu ne perçois pas ou bien que tu ne reconnais pas. Seulement, il faudrait réfléchir dans ce sens-là. À l'androphore et ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle le savent probablement très bien. Le Créateur donna, attribua justement à chacune de ces deux créatures, à chacun de ces deux sexes, de ces deux genres, un pouvoir spécifique, un pouvoir qu'il a en prédominance. À l'androphore, le pouvoir d'action, la force. À la gynophore, le pouvoir d'attraction. Et le fait que le pouvoir d'attraction soit beaucoup plus discret, n'ait pas des effets immédiats, ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas d'égale importance, qu'il n'ait pas d'égale puissance à l'autre pouvoir. Mais attention, ça ne signifie pas pour autant qu'il soit secondaire ou bien qu'il ne soit pas capable de déterminer, soit par exemple de belles choses, la création lorsqu'il est nourri, encadré, orienté dans la bonne direction, ou alors qu'il ne soit pas capable de détruire, d'infliger le mal dans ses extrémités les plus désagréables. Mais continuons le commentaire d'utilisateur numéro 1. Donc, d'un côté, vous voulez à juste titre casser ces fausses divinités, et de l'autre, vous leur accordez des pouvoirs presque divins. Absolument pas. Absolument pas. On reconnaît tout simplement leur potentiel destructeur qui n'est que fonction de la faiblesse des androphores, tout simplement. Et puis, il ne faut pas faire comme si c'était rien. Vous connaissez le dicton, là où le diable a échoué, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la femme. La femme est une coquille vide. Elle est de nature à être guidée par les hommes. Bon, là, on va rectifier. Ne soyons pas extrémistes. La femme est une coquille essentiellement vide, pas complètement vide. Elle n'est pas complètement vide. Ça reste encore des esprits incarnés dans des corps. Ça reste encore des esprits qui sont en train de suivre un pèlerinage terrestre. Cher utilisateur numéro 1, c'est une coquille vide, pas complètement vide, bien sûr que non. Parce que si elles étaient des coquilles vraiment vides, ce seraient des robots, en fait. Chose qu'elles ne sont pas. Mais qu'elles deviendront, qu'elles courent le risque de devenir. Bref, rien ne sert de chercher l'exception qui serait pieuse, car même sur cela, la foi est fluctuante et instable de toute façon. Alors, personne, ni le docteur Rondeau, et ni les personnes dans les sphères Mactor, justement, personne n'a jamais encouragé un androphore à rechercher l'exception. Moi, le discours que j'ai toujours tenu par rapport à l'exception, c'était que, oui, d'accord, il est possible qu'il y ait des exceptions. Et là, c'est toujours important de laisser une marge de manœuvre, pour la simple raison que personne, aucun ni vous ni moi, personne n'aura jamais la capacité de sonder les cœurs de toutes les gynophores sur la face de la Terre pour affirmer hautement comme ça qu'il n'y a absolument pas d'exception. Pardon. Donc, il est toujours important de laisser une certaine marge de manœuvre. Et à juste titre. Donc, j'ai toujours dit, oui, il y a certainement des exceptions. On va dire quoi? Peut-être 2 gynophores par continent. Bon, n'exagérons pas, disons 5 gynophores par continent. Et oui, il importe justement, et personne n'encourage les androphores à rechercher l'exception. Vous serez bien fou de croire que
de vous mettre, de fonder peut-être votre action ou bien votre orientation sur la quête de cette exception-là. Parce qu'après, le taux de probabilité que vous les trouviez est tellement bas, tellement bas qu'il n'y a que de très 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 faibles chances que vous finissiez par trouver ce qu'on appellerait exception. Et il peut même s'avérer, en fin de compte, comme l'utilisateur le dit, vu que les gynophores, par définition, sont lunatiques, il peut s'avérer que ce que vous croyez être une exception, en fait, ne soit rien d'autre que quelqu'un qui faisait le caméléon, une gynophore qui faisait le caméléon, simplement pour vous appâter. Donc, rien ne sert de chercher l'exception, et c'est absolument vrai, mais il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il existe des gynophores qui craignent l'Éternel. Et je l'ai dit dans certaines vidéos, que ces gynophores, justement, que nous définissons comme des exceptions, sont toujours des gynophores qui craignent l'Éternel. Car si une gynophore ne craint point l'Éternel, c'est pas un androphore qu'elle craindra. Ce sont des gynophores qui craignent l'Éternel. Et justement, il y en a. Utilisateur numéro 1, que tu le veuilles ou pas, il y a des gynophores et il m'est arrivé, je suis tombé sur des vidéos, malheureusement il serait assez compliqué de les retrouver, dans lesquelles il y avait des gynophores qui professaient haut et fort leur choix d'obéir à un androphore, leur choix de prendre plaisir à sa volonté, à accomplir sa volonté. Évidemment, c'est lorsque ces gynophores font de tels témoignages, vous imaginez la colère des féministes, de ces féministes possédés de par le monde. Mais il faut reconnaître, là, ça ne dépend ni de vous, utilisateur numéro 1, ni de moi. Ce sont des faits. Ce sont tout simplement des faits. Il existe des gynophores, en très peu nombre, qui justement reconnaissent cette autorité, qui reconnaissent elles-mêmes, qui sont assez sincères pour reconnaître que justement les gynophores sont des coquilles essentiellement vides. Et je trouve qu'il y en a qui, Esther Villard par exemple, c'était une gynophore, vous ne pouvez pas, même si certains iront même jusqu'à dire qu'en réalité même le fait d'avoir écrit un livre si révélateur était une stratégie pour sembler... Là, je crois que c'est un mauvais jugement, c'est un jugement de mauvaise foi. Esther Villard, par exemple, vous n'allez tout de même pas me dire que ce qu'elle a fait, partait d'un sentiment ou bien d'un endroit de mauvaise foi. Vous n'allez pas me dire que c'était une femme, une coquille vide. Non, absolument pas. Ce sont là, et le fait justement que de tels spécimens, il n'en existe qu'un seul sur des siècles, justement, est une autre preuve que forcément, il y a toujours des exceptions qui, au final, ne font que confirmer la règle. Vos gynophores diaboliques, là, elles peuvent manger dans la main et ne pas bouger une oreille devant un homme dont elles reconnaîtraient l'autorité. Ben oui, c'est un fait. Mais le fait qu'elles puissent le faire, en fait, c'est ça. C'est cette soumission qui était attendue des gynophores qui, conscientes de ce qu'elles sont censées apprendre sur le leadership des androphores. L'exemple le plus voyant, c'est la femme qui est insolente avec son mari, qui ne lui apporte en réalité pas grand-chose en termes de protection, et qui se plie à 4 pour son patron, car elle reconnaît celui-ci comme une autorité légitime qu'elle doit respecter. D'accord, oui, ce sont des phénomènes que l'on observe, qu'on a commencé à observer justement avec l'entrée des gynophores dans le monde du travail. Et tout était calculé, évidemment. Les seigneurs ténébreux ont mis en place ce système précisément pour détruire la famille. Et il fallait commencer déjà par détruire l'autorité que pouvait avoir un mari sur sa gynophore, sur son épouse. Pour cela, il fallait l'éloigner du foyer familial, s'arranger lui, le castrer en fait. Le castrer en lui enlevant ce rôle ou bien cette capacité à la protéger ou bien à pourvoir à ses besoins. Mais attention, on ne sait pas. Il faut aussi reconnaître que beaucoup de gynophores en sont arrivés justement à se plier devant leur patron ou bien à travailler d'abord
non pas parce qu'elles étaient motivées par un réel besoin, ou bien parce que leur anthrophore ne réussissait pas à pourvoir leurs besoins, bien à leur apporter ce qu'elles désiraient, mais simplement par désir de rébellion. Simplement par désir de rébellion. C'est-à-dire, vous avez la gynophore qui reçoit tout de son mari, mais qui trouve qu'elle ne voudrait pas être soumise, elle ne voudrait pas être guidée, et embrasse le monde, précisément pour aller rechercher justement ces choses que le monde a à offrir et qui ne sont essentiellement que le vide, le chaos. Et donc, oui, comme tu dis, l'exemple le plus voyant, c'est la femme qui est insolente avec son mari. Ce sont des gynophores qui sont simplement possédés. Ah oui, il est difficile. Ça peut sembler entendre utilisateur numéro 1 dire vos gynophores diaboliques, on peut avoir l'impression qu'il en fait trop, qu'il exagère, mais il se trouve que lorsqu'elles choisissent ainsi, lorsqu'elles font ce choix, elles sont en fait sous l'emprise de micro-possessions. Dans un autre commentaire, une personne comparait la relation avec les gynophores au dressage de serpents ou de crocodiles. En voilà une belle comparaison. La gynophore, comme le serpent, a du venin qui peut être mortel parfois. Bah ouais, au final, lorsque tu utilises cette comparaison, tu te rends bien compte que tu finis par reconnaître le pouvoir que tu semblais nier mordicus, que tu semblais nous blâmer, ou bien que tu semblais ne pas vouloir attribuer aux gynophores. Elles ne sont pas que des coquilles complètement vides. Elles sont capables justement de donner la mort, et de façon plus subtile, de façon plus invisible, avec un silence, une froideur que vous n'imaginez pas. Mais le dresseur de serpents aguerri ne se fera jamais mordre. Non, ce qui n'est pas complètement vrai après. Il y a des dresseurs qui ont fini par trouver la mort justement de cette façon, qu'il s'agisse de dresseurs de serpents, de crocodiles, ou bien même parfois des dresseurs de dauphins, alors qu'ils finissent par être justement éliminés par... il faut, lorsque vous faites vos observations, il est important justement, en général même, de toujours laisser une certaine marge de manœuvre, qui n'est pas seulement une marge de manœuvre, pas simplement parce que vous essayez de vous protéger par anticipation. Il ne s'agit pas seulement d'un préalable tactique, mais il s'agit tout simplement de la reconnaissance de simples faits. On ne peut simplement pas affirmer en absolu, faire une affirmation en absolu, justement parce qu'il y a toujours des exceptions. La femme n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde. Non, ce n'est pas complètement vrai. La perception de son pouvoir amplifié, la perception du pouvoir exagéré qu'elle aurait, est une déformation justement. Elle ne dérive que de ceci, que de la faiblesse des anthrophores. Donc, une bonne proportion du pouvoir qu'elle a aujourd'hui n'est fonction que de l'acceptation qui fut faite par les anthrophores de ce pouvoir-là. Donc oui, dans ce sens-là, la femme n'a de pouvoir, le surplus de pouvoir qu'on lui accorde, le surplus de pouvoir qu'elle a, n'est que celui que les hommes leur accordent, par faiblesse. Seulement, tu ne peux pas être strict, tu ne peux pas prétendre qu'elle n'a pas du tout de pouvoir. Tu ne peux pas prétendre qu'elle n'a pas du tout de pouvoir. Une fois de plus, elle a le pouvoir d'attraction. Et ce n'est pas rien. Le fait que ce soit un pouvoir discret, en général discret et réservé, ne signifie en rien qu'il soit complètement... qu'il ne soit pas capable d'avoir des effets qui peuvent être dévastateurs ou bien très édifiants. Elle est dangereuse quand elle est dans sa nature, si elle est mal cadrée, oui. Et ceci n'a rien à voir avec la crainte de Dieu ou une boussole morale qui serait miraculeusement bien réglée. Là, par contre, je crois que utilisateur numéro 1 mélange certains concepts ou bien essaie de les manipuler sans avoir vraiment pris le temps de les intégrer, de les assimiler congruement. Pourquoi? Parce que
lorsque tu dis elle est dangereuse quand elle est dans sa nature, si elle est mal cadrée. Et juste après, tu dis ça n'a rien à voir avec une boussole morale qui serait miraculeusement bien réglée. Si tu t'étais donné le temps d'assimiler justement ce concept de boussole morale auquel je fais souvent référence, tu comprendrais qu'en réalité, personne n'a jamais essayé de régler ou bien d'espérer que la boussole morale des gynophores soit bien réglée. Ça n'arrivera pas. Et vous savez pourquoi? Pour la simple raison, et je le dis très souvent, qu'elles n'ont pas de boussole morale. Elles n'ont simplement pas de boussole morale. Donc en fait, tu dis une chose qui est répétée des centaines de fois dans cette sphère, c'est que je dis très souvent, tu dis précisément la même chose différemment, tout en essayant de remettre cela en question. Ça n'a pas beaucoup de sens ici. Justement, elle est dangereuse quand elle est dans sa nature parce qu'elle n'a pas de boussole morale. D'où la nécessité de se soumettre au leadership d'un ordre fort, ce que tu décris comme étant être cadré, quoi. Si elle est mal cadrée, c'est-à-dire si elle n'a pas d'autorité et tout, quand elle est dans sa nature, bien sûr qu'elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a même pas de boussole morale, tout simplement. Tout simplement, tu vois que ces deux phrases-là, elles sont dans une certaine mesure antinomiques. Une gynophore habituée à obéir et à respecter l'autorité de son père, à craindre la pression familiale, sera cadrée, justement, c'est-à-dire habituée justement à suivre le leadership d'un ordre fort, tout simplement d'homme fort. Les femmes fonctionnent à la peur, comme tous les êtres humains, hein, en fait. Surtout elles, principalement elles, parce que ce sont des enfants aussi. Elle obéit à celui dont elle craint le courroux. Je ne parle pas de violence, ne nous méprenons pas. Absolument, je le comprends. Mais mettre la honte sur la famille, être banni du clan, être rejeté peut être une pression efficace dans certains milieux. Tout à fait. La convertie hijabeuse de Abou, son père sans éducation, qui n'a jamais travaillé de sa vie, comprenait qu'elle n'a rien à perdre, qu'elle n'a jamais connu l'autorité d'un homme, et elle ne ressent pas la peur de dégrader son image et d'avoir la honte sur sa famille, car elle n'a pas de repère à la base. Mais attention, cher utilisateur numéro 1, ce que tu sembles ignorer, c'est que il existe parfaitement, il y a des cas de figure, il y a des gynophores qui ont connu tout cela, qui sont nés dans un cadre justement où il y avait des hommes forts, qui ont quand même essayé, justement de la cadrer, comme tu dis, mais qui n'y sont pas arrivés. Donc tu ne peux pas prétendre simplement qu'il suffit pour une gynophore d'être né dans le bon contexte, d'avoir assez de peur et puis tout est rose, tout fonctionne. Non. Il y a cet élément de rébellion chez les gynophores. Ce n'est pas une garantie. Et comme je vous l'ai dit constamment aussi, même en fait le rituel de procréation est censé enseigner aux gynophores la capacité à aimer, à se sacrifier pour autre que soi. Mais ce n'est pas une garantie absolue. Donc encore, justement, il y a beaucoup de gynophores qui passent par ce rituel mais qui n'apprennent jamais à aimer. Donc ne va pas croire que le fait d'avoir cet encadrement d'homme fort est une garantie absolue du fait qu'elle acceptera, qu'elle embrassera cette autorité ou bien qu'elle s'y soumettra. Mais idéalement, oui, ça fonctionne mieux. Si une société valorise et fait la promotion de la femme type Caroline Ingalls, elles se bousculeront au premier rang de l'église et elles garderont leur chasteté afin d'être parmi les femmes qui ont plus de valeur. Ben oui, c'est absolument vrai. Dans une société comme la nôtre, en effet, elles ont d'autres façons de se valoriser, qui sont à l'opposé de la femme de type Caroline Ingalls. Et attention, là aussi, tu sembles prétendre que des gynophores qui accepteraient l'autorité, qui se comporteraient et diraient comme Caroline Ingalls, c'est parce qu'elles recherchent nécessairement une sorte de valorisation ou bien une reconnaissance sociale. C'est quelque chose d'humain que de rechercher, d'espérer, de vouloir de la reconnaissance. Mais ce n'est pas nécessairement la seule motivation. Ça peut être la principale motivation pour la plupart des gynophores, mais pas pour elles toutes. Utilisateur numéro 1, je te rappelle que, pour autant bizarre que ça puisse sembler, il y a des gynophores, il y a des cas de gynophores qui accomplissent bien mieux la volonté de l'Éternel, bien mieux la volonté, de par justement dans le cadre
des fonctions qui leur ont été assignées par l'Éternel. Il y en a qui accomplissent bien mieux la volonté de l'Éternel que beaucoup d'entre forts. Il y a des gynophores qui justement n'ont pas eu le bonheur, et une fois de plus, nous parlons de Kara, mais ça existe. Il y a des gynophores qui n'ont pas connu, qui n'ont jamais connu le bonheur justement d'être encadrés, d'être orientés comme tu dis, mais qui ont quand même trouvé en elles la force de faire de bons choix. Attention. Ne croyez pas que les femmes soient si fortes que ça dans le mal. Non, personne ne l'a jamais dit. Une fois de plus, la mesure de leur pouvoir n'est que fonction de notre faiblesse. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles possèdent quand même un certain pouvoir. Ah oui, absolument. La puissance d'attraction des gynophores n'est pas moindre comparée à la puissance d'action des endophores. N'allez surtout pas croire, ce sont là deux pouvoirs qui sont de statut égal. Absolument, les effets ne sont pas immédiatement perceptibles de la même façon. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux pouvoirs qui se valent. Et leurs ruses sont faibles. Franchement, la hijabeuse de Abou, par exemple, elle a des red flags et des alarmes qui s'allument de partout à pouvoir éliminer tout pareil. Elle est belle celle-là. Leurs ruses sont faibles. Elles sont peut-être faibles, mais elles sont très efficaces. Elles sont efficaces du fait de notre faiblesse, du fait que justement elles ont le soutien inconditionné du prince de ce monde, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont efficaces. Elles tentent si bien qu'elles fonctionnent, que ces ruses-là fonctionnent. Donc il importe de rester, de faire des observations lucides pour pouvoir justement en arriver à décrire précisément ce qu'il en est du mieux que l'on peut. C'était là le commentaire d'utilisateur numéro 1, je t'en remercie. Ensuite nous avons, je crois, ce commentaire, je l'avais... Docteur, s'il vous plaît, mettez comme vidéo sur l'histoire d'Abou et Sago. Oui, c'était déjà fait, c'est fait. Et il y avait ensuite un commentaire de Jérémy, je crois. Là, je crois que... En vous écoutant parlant, j'ai pu entendre une sorte d'homophone qui, j'en suis sûr, ne vous aura pas échappé, mais que je tenais à souligner pour ceux qui ne l'ont pas remarqué lorsqu'à 8 minutes vous dites cette initiation occulte d'Astarté. Cette initiation occulte... Justement, c'est très intéressant, mais à dire la vérité, j'ignore si à ce moment-là, je m'étais rendu compte de cet homophone. C'est possible, il y a assez longtemps que j'ai produit cette vidéo, mais merci d'y attirer l'attention. Je crois qu'à l'occasion, ce serait quelque chose, une formule à utiliser un peu plus souvent. Et puis one colère, oui, merci. Thanks for very good deed you have done for us so far this community about your channel. You're welcome. You're welcome. Et puis one. J'espère que tu as pu résoudre ta préoccupation quant à cette gynophore qui essayait de t'attribuer la paternité de sa grossesse. J'espère que tu as trouvé le moyen d'élucider ce problème, d'établir justement si cet enfant était de toi.